Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux cas cliniques de déficit de releveur de pied avec exploration échographique des nerfs fibulaires. Le premier cas, il s'agit d'un jeune patient de 17 ans qui est envoyé par le neurologue pour bilan d'un stépage droit apparu récemment. Le neurologue recherche des éléments compressifs extrinsèques du nerf fibulaire commun et également l'absence de tumeur nerveuse par exemple. On retrouve un jeune qui a une notion de position jambes croisées récurrente avec un déficit apparu progressivement qui s'est aggravé rapidement jusqu'à un stépage. Quand nous le voyons en échographie, il existe un début de récupération clinique. À l'électromyogramme, on retrouve une atteinte du nerf fibulaire commun avec ralentissement sans atteinte axonale sévère, ce qui va bien dans le sens de la récupération clinique constatée à l'examen. Pour rappel, le nerf fibulaire commun, au niveau du col du péroné naît de la naissance, de la division du sciatique en nerf fibulaire commun et nerf tibial. Ensuite, il va contourner la tête de la fibula et se diviser en deux avec un nerf fibulaire profond qui va innerver la loge antérieure de jambe avec le tibial antérieur, l'extenseur des orteils et l'extenseur de l'hallux pour aller se terminer jusqu'au court extenseur des orteils. Le nerf fibulaire superficiel va lui innerver les muscles longs et courts fibulaires. On commence l'échographie et je vous l'ai toujours dit dans le cadre des explorations neurologiques, avant de se lancer sur une échographie du nerf, on va regarder les signes indirects. Existe-t-il une atteinte des muscles innervés par le nerf fibulaire superficiel et le nerf fibulaire profond? On va donc effectuer des coupes musculaires sur les différentes loges pour rechercher des signes de dénervation associant une amyotrophie musculaire et un aspect hyperéchogène flou évocateur d'un œdème de dénervation. Pour cela, il convient bien entendu d'effectuer une coupe comparative et bilatérale afin de pouvoir évaluer le degré d'amyotrophie. On retrouve ici chez notre jeune patient une amyotrophie des fibulaires avec un muscle qui est beaucoup moins trophique. Par contre, il n'y a pas d'œdème ni d'aspect très hyperéchogène du muscle, évocateur d'une dégénérescence musculaire de dénervation. Il existe donc une amyotrophie sans dénervation franche sur la loge des fibulaires, innervée par le nerf fibulaire superficiel. On passe maintenant à la loge antérieure de jambe, correspondant au nerf fibulaire profond, où on va évaluer le tibial antérieur, le long extenseur des orteils et le long extenseur de l'hallux. Comme d'habitude, une image bilatérale et comparative qui retrouve là aussi une amyotrophie sur le côté lésé, avec peu de dégénérescence musculaire, il n'y a pas d'œdème de dénervation. Donc là aussi, on a un aspect échographique qui correspond un peu et qui va dans le sens de la clinique, avec un patient qui présente un stépage avec une amélioration clinique progressive. Donc il est en train de récupérer et je pense que c'est ce qui explique l'absence de signes de dénervation franche musculaire à l'échographie. Une fois ces signes indirects recherchés, on va maintenant passer aux signes directs avec une exploration du nerf en lui-même et notamment du nerf fibulaire au col de la fibula. Le nerf fibulaire commun est donc évalué au niveau du col de la fibula et là vous pouvez voir sans aucun problème un aspect de différence de calibre franc du nerf fibulaire commun au col de la fibula, expliquant donc à la fois l'atteinte des muscles innervés par le nerf fibulaire profond et par le nerf fibulaire superficiel. On va quand même étudier tous les nerfs dans tout leur trajet avec notamment le nerf fibulaire superficiel ici et le nerf fibulaire profond qui se situe au niveau de la membrane interosseuse. Ils sont de calibre normaux. Toujours dans le cadre d'une atteinte fibulaire, je recherche s'il n'existe pas une atteinte sciatique associée en effectuant une coupe musculaire sur le gastrocnémien médial et sur le solaire, ainsi qu'une coupe du nerf sciatique jusqu'à sa division en nerf tibial et nerf fibulaire. Ceci est sans anomalie.
Chez notre patient, vous avez vu une nette différence de calibre du nerf fibulaire commun au niveau du col de la fibula. Il n'existait pas de signe compressif extrinsèque, on ne retrouvait pas d'éléments évocateurs d'une tumeur. La cause évoquée, c'est-à-dire le croisement des jambes, est tout à fait compatible avec l'imagerie retrouvée à l'échographie, à savoir l'augmentation de calibre du nerf fibulaire commun au niveau de la colle de la fibula. Nous sommes dans le cadre d'une récupération clinique sans amyotrophie de dégénérescence. Le pronostic est donc bon. Il n'y a pas d'intérêt à effectuer une neurolyse chez ce patient. Il a pu donc quitter la consultation après information et être rassuré de la bonne évolution qu'il va survenir. On va passer maintenant au deuxième cas clinique avec une jeune fille de 14 ans présentant un déficit de releveur de pied droit. Il existe des paresthésies ainsi qu'une anesthésie du dos du pied et de la première commissure. Donc, il s'agit d'une atteinte du nerf fibulaire superficiel et du nerf fibulaire profond, donc probable atteinte du nerf fibulaire commun. Et il s'y associe une symptomatologie de paresthésie de face antéro-latérale de jambe, avec à l'électromyogramme une atteinte du nerf fibulaire commun. Mais le neurologue l'envoie car on retrouve également un ralentissement sur le nerf tibial. Le neurologue demande donc s'il n'y aurait pas une atteinte sciatique pouvant évoquer l'ensemble de ces symptômes. À noter qu'à l'examen clinique, elle ne présente pas de déficit moteur de la flexion plantaire de pied. Comme à chaque fois, on commence l'examen à la recherche de signes indirects pour rechercher une amyotrophie et des signes de dénervation musculaire associant un œdème et un aspect hyperéchogène. On effectue la recherche sur les loges antérieures, latérales et postérieures de jambes. On ne retrouve pas d'amyotrophie ni d'aspect hyperéchogène. Point. Il n'y avait donc pas de signe de dénervation. On passe maintenant au signe direct avec une échographie sur le nerf. Je vous le dis à chaque fois, il est très important d'avoir un examen bilatéral et comparatif pour pouvoir comparer la taille des nerfs. En cas de compression nerveuse, le nerf sera augmenté de volume en amont de la compression. On commence l'échographie du côté sain avec la visualisation ici du nerf sciatique. On descend, le nerf sciatique se divise en nerf tibial et nerf fibulaire. On suit maintenant le nerf fibulaire, on remonte et on redescend pour aller jusqu'au col de la fibula. Le nerf était strictement normal. On passe maintenant au côté atteint avec la division en nerf tibial et nerf fibulaire commun. Et vous retrouvez ici un nerf fibulaire commun très augmenté de volume comparativement au côté contralatéral. Ce nerf fibulaire commun est augmenté de volume dès la division du sciatique, ce qui explique, à mon avis, la, le fait qu'on ait retrouvé des vitesses de ralentissement sur le nerf tibial à l'électromyogramme, car la compression se situe juste à la division du sciatique en nerf fibulaire commun et en nerf tibial. Voici l'aspect comparatif des deux nerfs fibulaires au col de la fibula, juste au-dessus du col de la fibula et en dessous de la division. On retrouve ce nerf très hypoéchogène, très augmenté de volume, avec perte de son aspect en nid d'abeille, comparativement au côté contralatéral. Je vous l'ai dit, à l'électromyogramme, on retrouvait un ralentissement distal sur le nerf tibial et le neurologue recherchait donc une atteinte sciatique. Pourquoi ceci? Eh bien, regardez, l'anomalie se situe juste au niveau de la division du nerf sciatique, un nerf fibulaire commun et un nerf tibial. Voilà, vous êtes ici au niveau de la division. Regardez, vous avez le nerf sciatique et la partie fibulaire du nerf sciatique qui va devenir le nerf fibulaire commun est déjà augmentée de volume au niveau de cette division. Deuxième question ensuite, pourquoi notre patiente présentait des paresthésies sur la face antéro-latérale de jambe? Ceci correspond au territoire du nerf cutané suralatéral.
Le nerf cutané sural latéral va donner le nerf sural qui se situe ici en rétromalléolaire. Ce nerf sural peut également apparaître dès le nerf sciatique. Il peut parfois naître de la jonction entre le nerf cutané sural latéral et le nerf cutané sural médial. Donc l'exploration va être difficile devant toutes ces variabilités anatomiques. Alors comment on va procéder? On va partir d'un endroit où on est sûr de retrouver notre nerf sural, c'est-à-dire ici en rétromalléolaire, et on va monter progressivement pour rechercher le nerf cutané sural latéral. Donc ici, vous êtes en rétromalléolaire, vous avez votre nerf sural, on remonte, et on va nous chercher ici le nerf cutané sural médial, latéral, pardon, qui va ensuite aller jusqu'au nerf fibulaire commun. Donc voilà comment on va explorer notre patiente. On va donc partir de notre nerf sural. Vous allez voir, c'est un tout petit nerf qui est parfois difficile à explorer. Il se situe ici. On est situé entre les deux en rétromalléolaire. Vous avez la fibula ici. On va monter progressivement, atteindre les deux gastrocnémiennes. Notre nerf est toujours présent ici. Voilà, on est ici au niveau de la jonction des deux muscles gastrocnémiens. Notre nerf est situé en superficie. On continue de monter. Le nerf est là. On continue de monter. On arrive maintenant à la jonction de notre nerf cutané sural latéral avec notre nerf fibulaire commun à cet endroit exact. Donc, on a un nerf cutané sural latéral qui naît directement du nerf fibulaire commun. Et vous voyez que la jonction de ce nerf cutané sural latéral est présente à l'endroit où notre nerf fibulaire commun est augmenté de volume et donc au niveau de la compression. Ceci explique donc les paresthésies de cette loge antérolatérale de jambe chez notre patiente. Donc, pour résumer, chez la plupart des patients, on a un nerf cutané sural latéral qui va naître assez bas et qui va rejoindre le nerf fibulaire commun au niveau du col de la fibula. Alors que chez notre patiente, son nerf cutané sural latéral naît directement au niveau de la division du sciatique, à cet endroit-là, ce qui correspond exactement à l'endroit où on a la compression, ce qui explique donc les paresthésies de face latérale de jambe. Donc, voici le site de la compression retrouvé chez notre patiente. Au niveau de la division du nerf sciatique en nerf fibulaire commun et en nerf tibial. La naissance du nerf cutané sural latéral. Donc, la compression se situe au niveau de la division du sciatique, expliquant le ralentissement du nerf tibial à l'EMG. L'atteinte est prédominante, vous l'avez vu, avec un aspect très hypoéchogène et très augmenté de volume du nerf fibulaire commun, avec une anesthésie de toute la face dorsale du pied et également de la première commissure correspondant au nerf fibulaire profond, associé à un déficit de releveur de pied. Enfin, les paresthésies de la face latérale, antérolatérale de jambe correspondent à la compression de la naissance du nerf cutané sural latéral, très haute au niveau de la division. En reprenant l'interrogatoire, on retrouve une patiente qui croise également les jambes de manière chronique et qui aurait présenté un traumatisme en grand écart forcé. Est-ce que c'est secondaire à la compression? Je ne sais pas. Donc au total, on n'avait pas d'amyotrophie et de dégénérescence musculaire en faveur d'une dénervation. Il existait une bonne récupération clinique du déficit du releveur. L'exploration échographique a permis d'expliquer la totalité des symptômes de la patiente. Nous n'avons pas retrouvé d'éléments compressifs extrinsèques, par exemple un kyste arthrosynovial de l'articulation tibio-fibulaire proximale au col de la fibula comprimant le nerf fibulaire. Nous n'avons également pas retrouvé de schwannome ou de névrome. Il n'y avait donc pas d'indication chirurgicale. Nous sommes plutôt sur un bon pronostic de récupération. Il faudra bien entendu revoir la patiente à distance pour s'assurer de la récupération. Merci à tous.
En conclusion, vous voyez qu'il est très important de penser aux signes directs et indirects. Il est important de rechercher une corrélation anatomoclinique et EMG et clinique échographique, ce qui a été parfaitement le cas dans ce cas clinique numéro 2. Enfin, les diagnostics différentiels et bien entendu très important à l'échographie, rechercher des kystes, des tumeurs, des cales osseux pouvant comprimer les nerfs. Cette fois-ci, merci à tous.